Le propre de l'homme. Voilà une expression qui inspire de nombreux débats. À chaque époque et chaque culture d'apporter ses éléments de réponse, plus ou moins influencés par des courants religieux et philosophiques. Tenez, il y a 2400 ans, Aristote disait déjà que l'humain se distingue des autres espèces animales par sa capacité à distinguer le bien et le mal. Puis l'homme a été considéré comme l'aboutissement d'un travail divin conçu à l'image de son créateur, et donc exclu du règne animal. Si pour François Rabelais, c'est la capacité de rire qui nous rendait uniques, René Descartes, lui, affirmait que seuls les humains sont dotés d'une âme raisonnable, permettant de penser et d'user d'un langage, tandis que les autres animaux ne sont que des automates dépourvus de raison. La théorie de l'évolution de Charles Darwin a bien sûr lourdement impacté ses réflexions. L'intelligence animale et les comportements qu'elle rend possibles ne peut être organisée de manière linéaire, car à l'instar de l'évolution biologique des espèces, celle de l'intelligence est buissonnante. Homo sapiens n'est donc pas l'aboutissement d'un long processus évolutif, ni la plus haute branche de l'arbre de la vie, juste une espèce parmi 1,5 million d'autres espèces animales. Au milieu du XXe siècle, des scientifiques se mettent à observer les animaux non plus dans des laboratoires, mais dans leur milieu naturel. Et à partir de là, les frontières entre humains et non-humains se sont mises à trembler, puis à se fissurer avant de complètement s'effondrer. On découvre que si l'homme se fabrique des outils depuis 3 millions d'années, d'autres espèces animales en étaient déjà capables. Jane Goodall a démontré en 1960 la fabrication de cannes par les chimpanzés destinées à pêcher les termites. Mais on sait aujourd'hui que les corvidés se fabriquent des outils pour déloger d'un tronc des larves d'insectes, outils précieux qu'ils prennent d'ailleurs soin de cacher afin de les réutiliser plus tard. À l'instar de la fabrication d'outils, les éthologues ont démontré que de nombreux comportements ne peuvent plus nous être réservés. Le deuil, la séduction, le rire, l'homoparentalité, les traditions, la guerre, l'empathie, politique, fidélité, vengeance, altruisme. La question des comportements qui nous distinguent des autres animaux semble pourtant toujours d'actualité, à en croire ce que l'on peut lire dans des ouvrages plus récents. Ainsi, l'humain se distinguerait par sa capacité à enseigner. Pourtant, c'est fort bien documenté qu'une mère orang-outan enseigne à son petit comment confectionner un nid pour passer la nuit. Au début, elle est juste observée, mais rapidement, le jeune doit mettre la main à la pâte avant de devoir faire son propre nid. Chez les suricates, les adultes enseignent aux plus jeunes comment attraper et manger de dangereux scorpions, en leur montrant comment les saisir sans se faire piquer, et en corrigeant leurs gestes les plus maladroits. René Descartes affirmait au XVIIe siècle que seul l'homme utilise un langage pour communiquer ses pensées. Une idée non partagée par Charles Darwin qui, 2 siècles plus tard, soulignait que l'homme n'est pas le seul animal qui puisse exprimer ce qu'il se passe dans son esprit et comprendre plus ou moins ce qui est dit par un autre. La question du langage comme spécificité humaine est récurrente. Au milieu du XXe siècle, le prix Nobel Karl von Frisch nous éclairait sur les systèmes complexes de communication des abeilles qui utilisent tout leur sens pour se transmettre de l'information lors de leur danse de recrutement de butineuses. Des recherches progressent rapidement et mettent en lumière chez les primates non humains de multiples caractéristiques linguistiques que l'on pensait propres aux humains. On sait aujourd'hui que les chimpanzés dispensent de plusieurs dizaines de cris différents. Ces quelques exemples ont valeur d'illustration. Nous aurions pu aborder le système de sécurité sociale mis en place par des chauves-souris vampires, le vote démocratique des cygnes chanteurs, les principes d'agriculture appliqués par les fourmis champignonistes, les expressions artistiques des poissons globes, l'homoparentalité des albatros, le deuil des orques, les soins parentaux prodigués par les grenouilles des fraises ou encore des gestes d'empathie des chimpanzés. Autant de comportements que l'on attribue à tort à l'espèce humaine et autant de résultats scientifiques qui nous poussent à repenser notre singularité.